Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Simon, bonjour à tous. Vous vous penchez ce matin sur ce duel qui se dessine aux États-Unis entre Donald Trump et Kamala Harris, et vous le faites plus particulièrement sous l'angle de leur politique étrangère et de ce que le monde peut attendre de l'un et de l'autre. Une campagne présidentielle aux États-Unis, vous le savez, Simon, se joue rarement sur des questions de politique étrangère. Pour autant, cette fois-ci, celles-ci n'en sont pas complètement absentes, loin de là, et c'est d'abord à Donald Trump qu'on le doit. L'ancien président est clairement dans le camp des isolationnistes. America First, l'Amérique d'abord, c'est l'un de ses slogans. Du point de vue économique, cela se traduit par un protectionnisme assumé. Militairement, le reste du monde peut attendre et ne doit pas s'attendre à ce que l'Amérique de Donald Trump joue les gendarmes ou les pompiers. Il y a quelques jours, lors de la convention républicaine, il exprime cette idée de manière très simple. Le candidat des Républicains promet la stabilité à travers le monde par la dissuasion. Alors comment est-ce que cela fonctionne ? Donald Trump, que ce soit sur des sujets de politique intérieure ou étrangère, axe toute sa campagne sur une certaine idée de la puissance. Selon lui, la menace de l'emploi de la force par les États-Unis calme tout le monde, alliés et ennemis compris. Dans l'esprit de l'ancien président, c'est lui, par son caractère coriace, qui rend crédible cette menace. Il ne faut pas sous-estimer, Simon, l'importance d'un argument qu'il avance pour illustrer cela et qui porte auprès d'une partie de l'électorat américain. Donald Trump se présente souvent comme étant le président de la paix, tandis que Joe Biden serait celui des guerres. Humiliation en Afghanistan, bourbier au Proche-Orient et affrontements de haute intensité entre Russes et Ukrainiens. Rien de tout cela ne serait survenu, affirme Donald Trump, s'il avait été à la place de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Sauf que Joe Biden n'est plus le candidat du Parti démocrate. Effectivement, Simon, et pour Kamala Harris, cela va peut-être entraîner un certain recalibrage du discours ou de la posture. La probable candidate du camp démocrate s'est bâtie son expérience en politique étrangère aux côtés de Joe Biden, mais aussi lorsqu'elle l'a représenté, ce fut le cas l'année dernière et cette année lors de la conférence de Munich sur la sécurité. La communauté internationale a pu y constater son engagement ferme aux côtés de l'Ukraine. C'est par sa voix, rappelez-vous-en, que les États-Unis ont accusé la Russie de commettre des crimes contre l'humanité dans le pays voisin. Sur ce dossier comme sur celui de la Chine, la vice-présidente est parfaitement alignée sur les positions de Joe Biden. L'OTAN, l'Europe et Taïwan peuvent sans doute compter sur Kamala Harris. Autre dossier clé, Gallagher, évidemment le Proche-Orient. Là encore, Kamala Harris s'inscrit dans la continuité de Joe Biden. C'est de loin le plus sensible, Simon, et celui sur lequel elle peut aller chercher une partie de la jeunesse que Joe Biden a perdu. Personne ne s'attend à ce que la vice-présidente remette en cause le soutien indéfectible des États-Unis à Israël. En revanche, dès aujourd'hui, Kamala Harris va avoir l'occasion de marquer d'éventuelles différences au sujet de Gaza, notamment. Le Premier ministre israélien est à Washington pour quelques jours. Selon plusieurs sources, Kamala Harris doit le rencontrer, mais elle serait absente au Congrès lors de l'allocution que Benjamin Netanyahou doit y prononcer ce mercredi. La tradition veut pourtant que la vice-présidente dirige une telle séance, une absence qui indique peut-être le début d'une distance avec un personnage qui a largement compliqué le mandat de Joe Biden et qui continue de le faire. Gallagher Fenwick, à demain.